Bonjour Lausanne. Je crois qu'il est 10h50. Et il me semble qu'à Lausanne on est ponctuel, donc je vais essayer d'être ponctuel, surtout qu'il y a des très belles choses à voir par la suite. Donc je m'appelle Jérôme Urvoas et au cours des 45 prochaines minutes, je vais vous parler de confiance. Donc je vais partager donc, un certain nombre de concepts que je trouve intéressants. Je vais essayer de les illustrer donc, à travers des choses que j'ai pu mettre en œuvre dans ma pratique. Alors tout d'abord, un grand merci donc, à l'ensemble des sponsors, grâce à qui cet événement est possible. Et surtout un grand merci à tous les organisateurs et je vous propose de les applaudir très très fort. Ah, est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Bon, ça se voit pas trop là. Hein. Non. Je crois que avec la luminosité. Donc ce monsieur, c'est Eric Tabarly. Est-ce que vous connaissez Eric Tabarly? Ouais. Donc Eric Tabarly, c'est un grand navigateur. Donc bon, il est connu pour un certain nombre de traversées en solitaire, très joli jeu de mots. Et justement, il a une citation donc, qu'il utilise et que j'aime beaucoup, enfin qu'il utilisait. Hein. La confiance est un élément majeur, sans elle aucun projet n'aboutit. Donc Eric Tabarly, il était très connu, bon, non seulement pour ses traversées en solitaire, mais également sur sa capacité donc, à créer des équipages et donc à créer de l'apprenance. Donc c'est quelqu'un qui était énormément respecté, donc justement par sa capacité à créer des collectifs qui se dépassent. Donc c'est tout propos et l'illustration de ce que je vais essayer de faire sur les 45 prochaines minutes. Donc je m'appelle Jérôme Urvoas, je suis coach agile, coach, formateur et conférencier. Donc j'ai une spécificité, moi je suis coach interne. J'accompagne des équipes dans l'agilité depuis une quinzaine d'années et j'ai créé une équipe de coach interne il y a maintenant 7-8 ans donc chez Lectra. Qu'est-ce que je peux vous dire de moi? J'ai un certain nombre de convictions, donc de croyances fortes. C'est que je crois qu'en chaque être humain, il y a un potentiel qui ne demande qu'à être développé. Je crois également au pouvoir de l'intelligence collective, je crois au pouvoir de la rencontre et de l'ouverture. Je pense que c'est comme ça qu'on se nourrit, qu'on grandit. Et je crois qu'il y a un changement durable qui est possible donc, dans les organisations. Donc qu'est-ce que j'entends par changement durable? Un changement qui va respecter donc, les personnes et qui va faire avec les spécificités de chaque environnement. Lectra, qui est-ce qui connaît Lectra dans la salle? Alors je pense que... Ah yes! Qu'est-ce que tu connais sur Lectra? Personne. Okay. Comment s'appelle cette personne? Gilles Mantel. Gilles Mantel. Alors Gilles Mantel, c'est super intéressant. On a travaillé ensemble il y a une douzaine d'années. J'ai travaillé avec lui juste avant, en fait. D'accord. Bon, mais super. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Donc, Lectra, c'est une entreprise qui fournit des solutions technologiques, donc pour tout ce qui est matériaux souples. Donc, on est leader mondial sur notre marché. Donc, on travaille pour la mode, l'ameublement et l'automobile. Qui est venu en voiture aujourd'hui? Bon, ok, bon, il y en a 3. Il y a à peu près il y a une chance sur 2 pour que vous soyez venus avec une voiture donc, qui a un airbag qui a été découpé donc, avec une solution technologique Lectra. On a plus la moitié du marché mondial. Qui a des habits sur lui? Alors, c'est un peu plus simple. Donc, aujourd'hui, il y a plus d'un vêtement sur 4 dans le monde qui fait intervenir de la technologie Lectra, donc soit dans son cycle de conception, soit dans sa réalisation, parce qu'on fournit des logiciels et des machines. Voilà. Très rapidement pour fixer l'activité. C'est 2500 personnes, on a un groupe français, on s'est beaucoup internationalisé, et au niveau d'équipe de recherche et de développement, c'est plus de 500 personnes. Donc historiquement, j'intervenais dans cette équipe, aujourd'hui j'interviens au niveau de toute l'entreprise. La confiance. Donc de quoi je vais vous parler? Donc je vais partager avec vous un prérequis qui pour moi est à dépasser. 2 grands types de confiance, 3 bonnes raisons de la développer, 4 concepts essentiels sur le sujet, 5 fondamentaux pour construire ces relations et 6 leviers pour la développer au sein d'une organisation. C'est ambitieux, hein, surtout qu'il me reste moins 40 minutes. Allez, un prérequis fondamental. Est-ce que vous savez quel est le poison qui empêche la confiance de se développer dans une organisation? La peur. La peur, exactement. Qu'est-ce qu'on va mettre derrière? Qu'est-ce que provoque cette peur? Cette peur, elle provoque un manque de sécurité psychologique. C'est illusoire de penser que vous allez pouvoir développer donc, un collectif ou une performance si cette peur n'est pas traitée, si cette peur n'est pas accueillie.
Donc la première des choses, un fondamental, cette peur, il faut la traiter. Donc faire confiance, c'est commencer donc, par dépasser ses propres peurs. Et pour les dépasser, il faut comprendre ce qui la génère, il faut identifier le besoin qui est derrière, il faut être assertif, il faut lever les tabous, j'en reparlerai. 2 types de confiance. Est-ce que vous savez comment on traduit confiance en anglais? Alors, à Lausanne, tout le monde parle anglais, donc c'est facile. Trust et confidence, yes. Il y a 2 mots. Et si on essaie de ramener ça, donc à traduire à la dimension française, pour moi, ça renvoie à une notion de confiance interpersonnelle. C'est la capacité à faire confiance, donc soit à soi-même, soit à quelqu'un d'autre. Et une notion de confiance organisationnelle. C'est confiance en la capacité donc, de réaliser quelque chose. Et je vous ai mis 2 petites définitions que j'ai extraites d'un site. Une croyance spontanée ou acquise de la valeur morale, affective, professionnelle d'une autre personne qui fait que l'on est incapable d'imaginer sa part tromperie, trahison ou incompétence. Ça, c'est pour la confiance interpersonnelle. Et pour la confiance organisationnelle, ça va être un sentiment de sécurité et d'harmonie. Bon, on va revenir sur ces notions-là avec les leviers que je vais vous donner. 3 bonnes raisons de travailler sur la confiance. Est-ce que vous reconnaissez cette jeune fille? Bon, non, c'est normal, c'est ma fille. Alors, pourquoi je vous montre sa photo? Donc, c'est une jeune fille qui a eu 19 ans. Sa photo, elle a été prise pour ses 18 ans. Pourquoi je vous la montre? C'est une jeune fille qui... je ne suis pas objectif, je suis son papa. Qui est brillante, intelligente, mais pas forcément donc, téméraire. Et je vais partager avec vous une anecdote. Pour son anniversaire, on lui a demandé, donc, avec sa maman, qu'est-ce que tu veux pour tes 18 ans? Elle dit, rien, j'ai tout ce qu'il me faut. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de la dimension donc, événementielle, un voyage, ou quelque chose que tu aimerais faire? Elle dit, non, mais je vais réfléchir. Elle est revenue 3 ou 4 jours plus tard, et elle nous a dit, elle est venue nous voir avec ma femme donc, dans la cuisine, papa, maman, ça y est, j'ai réfléchi, je voudrais faire un saut en parachute. Alors là, ma femme est devenue toute blanche, et moi j'ai trouvé ça, j'ai été surpris donc, par la démarche. Et en y réfléchissant d'un peu plus près, ce qui se passe donc, au niveau de cette jeune fille, c'est que malgré sa relative timidité, elle a au fil des années gagné en confiance en elle. Donc ça c'est la première des choses. Pour moi, une bonne raison de travailler sur la confiance, c'est que si vous avez donc, des personnes qui croient en elles, qui ont confiance en elles, elles vont aller de l'avant, donc au niveau de l'apprentissage, au niveau des expériences. Donc la confiance en soi. Une première bonne raison de travailler dessus. Ça permet de révéler le potentiel individuel de chacun. La deuxième, est-ce que vous reconnaissez ces personnes-là? Alors, presque de hand. Le ballon est un peu plus gros. Le volley. C'est l'équipe de France de volley aux Jeux Olympiques. Donc ça, c'est après, on a été médaille d'or au volleyball. Pourquoi je montre ça? Parce que je suis un ancien volleyeur, du temps où j'avais encore un genou. Et ce qui est remarquable sur cette équipe, sur le match de préparation, ils n'ont pas été bons. Ils n'ont pas été bons, donc des contre-performances. Pour le premier tour, ça a été très poussif. Et c'est passé un truc au niveau de cette équipe. Au fur et à mesure du tournoi, elle a gagné confiance en elle. Mais il y a une confiance collective qui s'est créée. Et au final, donc, alors qu'ils n'étaient pas du tout favoris, ils ont réussi donc, à dépasser ça et à gagner la médaille d'or olympique. Donc ça permet de développer la confiance d'équipe, ça permet là aussi de s'améliorer et de progresser. Donc installer cette confiance au niveau d'une équipe, c'est une excellente bonne raison. Est-ce que vous reconnaissez cet animal? Iguane, presque. Caméléon, j'ai entendu. Ouais. C'est un caméléon. À votre avis, pourquoi j'ai positionné un caméléon dans cette présentation? L'adaptation, tout à fait. Donc, pour moi, développer une confiance organisationnelle, c'est ça qui permet à une organisation de s'adapter. Si vous n'installez pas cette confiance organisationnelle, c'est très compliqué d'aller vers un changement. Donc, installer cette confiance, ça permet de faciliter adaptation et changement. 4 choses fondamentales que je propose de partager avec vous sur la confiance. Alors, ça m'est spécifique, d'autres personnes pourraient vous présenter d'autres choses. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Oh, non, c'est pas Staline. Lénine. Presque, c'est la même région. Ce monsieur a une formule qui est utilisée par beaucoup de managers. La confiance n'exclut pas le contrôle. On a le droit de dire des gros mots en Suisse ou pas? Mais pour moi, c'est une connerie.
par essence, la confiance nécessite un lâcher-prise. Il y a un moment, un pari à faire. Donc vous êtes obligé de lâcher, accepter en faisant confiance que ça sera fait différemment de ce que vous imaginez. Accepter que potentiellement il peut y avoir une erreur. Donc c'est nécessaire d'avoir cette notion de lâcher prise. À votre avis, combien de temps pour gagner la confiance de quelqu'un? 3 jours? 3 ans. 3 ans. Beaucoup. Ça peut être immédiat. Alors, c'est intéressant. Combien... Un enfant et sa mère. C'est intéressant. Combien de temps, à votre avis, pour perdre la confiance? Quasiment instantané. Yes. Alors, est-ce que la confiance, c'est vraiment une histoire de temps? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que c'est plutôt une histoire d'itération. Je m'explique. Derrière, vous faites un premier pari. Ce pari, vous avez délégué une tâche à une personne. La personne va réussir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, c'est le nombre d'itérations qui va faire que progressivement, vous allez faire confiance. Mais ça, c'est super intéressant. Parce qu'une fois que vous avez compris ça, ça va pas être une logique de temps. Vous pouvez multiplier les itérations. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien. Dans toutes nos méthodes agiles, si on a cette notion d'itération, c'est quelque chose, bien sûr, qui permet d'apprendre, mais également de construire cette confiance. Troisième chose, on y voit très très mal, moi. Je ne veux pas faire l'angélisme non plus. La confiance aveugle, ça n'existe pas. Donc, je vous ai parlé de ma fille, donc, qui a 19 ans. J'ai un petit dernier, donc un petit troisième, qui a eu 7 ans. Donc, ce petit garçon, des formations professionnelles, donc j'essaie de développer ses confiances, de déléguer donc un maximum de tâches. Donc pour aller à l'école, on pourrait imaginer que je le laisse aller tout seul. Mais il se trouve qu'il y a une route qui est très dangereuse à traverser, donc avec un passage piéton. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on a accompagné. Et de prime abord, on l'a pas laissé. On a une démarche complètement différente pour aller à la boulangerie. Donc pour aller à la boulangerie, il a juste un petit bois à traverser, il n'y a pas de route à traverser. Et il va dès l'âge de 6 ans, avec sa petite pièce, il va chercher du pain, il est super content. Donc il y a le contexte est super important. Donc la confiance aveugle n'existe pas. Donc alors oui, avec un enfant, on va l'accueillir de façon donc, inconditionnelle, mais dans votre environnement professionnel, et en fonction du contexte, il y a des fois où vous allez solliciter cette confiance, vous allez l'accorder, et d'autres fois où il faut vraiment se poser la question et trouver le bon moment et la bonne façon de poser cet acte de confiance. Alors comme en France, donc on a le 1% culture, donc on construit des bâtiments ou autres, mais là c'est la même chose dans cette présentation, c'est le 1% culture. Est-ce que vous reconnaissez donc cette statue? Le sculpteur peut-être. Rodin, bravo. Alors, Rodin, et ça renvoie à la relation avec Camille Claudel. Donc la statue, c'est une statue donc, de Pygmalion et Galatée. Donc je ne sais pas si vous connaissez donc, la légende donc, au niveau mythologie. Quelqu'un connaît la légende de Pygmalion et Galatée? Ouais. Pygmalion, donc, c'était un sculpteur. C'était un sculpteur qui un jour s'est dit je vais sculpter une très belle jeune femme. Et cette jeune femme, c'était Galatée. Et il y a mis tout son cœur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à force de la regarder d'une certaine façon, il en est tombé amoureux. Et là, finalement, les dieux ont eu pitié de lui et ont donné vie à Galatée. Pourquoi je vous parle de Pygmalion et Galatée? Parce que ça a été utilisé et théorisé, donc d'un point de vue psychologique, on va parler d'effet Pygmalion. Donc l'effet Pygmalion, c'est une expérience qui a été menée donc, aux États-Unis, donc maintenant il y a des dizaines d'années, par un monsieur qui s'appelle Rosenthal. Et l'expérience qui a été menée, c'est dans des zones scolaires donc, difficiles. De façon donc, aveugle, les dossiers scolaires ont été falsifiés. Et donc il y a des enfants qui ont été positionnés avec des notes démontrant donc, qu'ils étaient surdoués, et d'autres donc, où ils avaient des difficultés et qu'ils étaient sous-doués. Les instituteurs donc, ont reçu ces dossiers scolaires en début d'année, ils n'étaient pas au courant de l'expérimentation. Et ce qui s'est passé, c'est à la fin de l'année, ce qui a été mesuré, c'est que les enfants qui avaient des dossiers scolaires étant notifiés comme étant très performants, à la fin avaient des meilleures notes.
Donc ça illustre le fait, cette dimension, que lorsque les personnes ont développé la croyance que les gens sont en capacité de réussir les choses, ça a un effet bénéfique, donc en termes de confiance. Donc un changement de regard, on va parler d'effet Pygmalion. Alors la difficulté, c'est que ce n'est pas un changement de regard conscient, on est sur quelque chose de la croyance. Mais si vous avez la croyance que les gens peuvent réussir, il y a plus de chances qu'ils réussissent. Et ça, c'est naturel d'alimenter la confiance. Voilà, 4 petits trucs. J'en arrive au cœur du propos, à la partie plus pratique. Donc 5 fondamentaux pour construire des relations de confiance interpersonnelles. Allez, je vous propose une petite expérience de groupe, un petit energizer. Qui a des clés sur lui? Allez, je vous propose de les sortir. On va faire un jeu. On va essayer de faire du bruit avec. Et celui qui fait le plus de bruit gagne. Pour l'instant, j'en ai qu'un qui joue. Hein. Oh là, ouais, allez. J'aime bien la créativité là. Donc, tu viens de gagner. Tu peux venir sur scène. On l'applaudit très fort. Merci beaucoup, je te remercie, tu peux regagner ta place. Et je te la rends dans 2 semaines. Alors, à ce moment-là, normalement, tu te poses 2 questions. C'est la clé de quoi? La porte d'entrée de mon immeuble. Ah ouais, donc la première question, c'est comment tu vas rentrer chez toi? Je vais sonner. C'est une solution. La deuxième question que tu serais en droit de te poser, c'est quelle était mon intention quand je te demandais ces clés? Ben, mon intention, c'était d'illustrer l'importance de partager et de poser son intention. Vous voulez construire une relation de confiance, posez votre intention. Et je crois qu'on peut l'applaudir et je vais lui rendre sa clé. Merci beaucoup. Donc, poser son intention, c'est primordial. La deuxième des choses, donc on a un adage, un dicton populaire dans la langue française, c'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Donc si vous posez une intention et que vous ne vous comportez pas conformément à cette intention, ben bien sûr vous allez perdre cette confiance. A contrario, si vous faites ce que vous avez dit, ben vous allez alimenter cette confiance. Donc votre comportement doit être exemplaire par rapport à cette intention. La troisième chose, ben j'ai envie de vous raconter une petite histoire. Donc, imaginons, je prends l'avion, donc un petit coucou, je suis allé au Canada il y a 3 semaines en vacances, on a fait un tour d'hydravion. Imaginons que ça soit cet hydravion. Dans cet hydravion, il n'y avait qu'un seul pilote. Donc avec moi, j'avais toute ma famille et j'avais également un autre couple qui était là. Donc l'avion donc, rencontre des difficultés. Et pourquoi on voit que le pilote est pas bien, commence à se tenir à la poitrine. À côté de moi, j'ai mon épouse, que j'adore, hein, au-dessus de tout, qui est pleine de qualité, qui pose ses intentions en termes de comportement qui est exemplaire, mais qui ne sait pas piloter un avion. Et à côté de ça, il y a le couple, donc avec un monsieur super désagréable. Il a été odieux donc, avec tout le monde dès qu'il montait donc, dans l'avion. Et il y a même un peu dans le nez. Il a bu avant de venir, mais ce monsieur, il s'est piloté. Donc le pilote finit de s'effondrer donc, dans le cockpit. Donc un infarctus. À votre avis, à qui je vais faire confiance pour piloter l'avion? Parce que moi, je ne sais pas piloter non plus. Est-ce que ça va être avec ma femme que j'adore, que j'estime, qui est exemplaire en termes d'attention et de comportement? Ou est-ce que c'est à ce monsieur, alors, un peu bourré, mais qui sait piloter un avion? Ben, je ne sais pas vous, mais moi, je vais demander au monsieur qui est désagréable et qui est bourré. Donc, pourquoi il y a cette notion de compétence? En fonction du champ dans lequel vous êtes, c'est pour faire confiance à une personne, il faut qu'il y ait les compétences qui soient là. Ce qui est intéressant, c'est comme on disait de nos logiques relationnelles donc avec des personnes, c'est que vous voulez alimenter et nourrir ce lien de confiance, c'est intéressant, si vous n'avez pas les compétences, de les développer. Vous allez travailler, ou tout simplement de reconnaître, ok, mais je n'ai pas les compétences sur cette partie-là. Le quatrième donc, levier, c'est le succès. Parce que si vous êtes dans une équipe ou dans une relation donc où c'est super, vous posez les intentions, dans le comportement vous êtes exemplaire, tout le monde est compétent, mais vous allez d'échec en échec, de gamelle en gamelle, et bien ça va abîmer cette relation de confiance. Donc avoir des succès, c'est super important.
Et dans toutes les méthodes agiles, vous retrouvez cette notion-là d'itération, donc de petits pas, et ça c'est primordial, parce que c'est ça qui fait qu'on atteint les résultats, et que la confiance s'en trouve renforcée. Donc, succès. Et le dernier point, c'est peut-être le plus contre-intuitif en entreprise. C'est la notion de vulnérabilité. C'est savoir dire « je ne sais pas faire », c'est savoir dire « j'ai besoin d'aide ». Je ne sais pas vous, mais moi, quand quelqu'un me dit, donc à chaque fois, oui, je sais faire, dans des champs très variés, mais moi, ça génère une forme d'anxiété, d'inquiétude. Je suis plus rassuré donc, par quelqu'un qui va me dire, parfois, je ne sais pas faire ou j'ai atteint mes limites. Donc cette notion de savoir poser ses limites, elle est super importante. Alors des fois, dans l'entreprise, on n'ose pas. Hein. Je dis, oh là, si je dis que je ne sais pas faire et tout, je vais être jugé. Non. Là, l'idée et le propos, c'est faire preuve de vulnérabilité. Et pour alimenter et nourrir ses liens de confiance. Donc, en synthèse, construire la confiance donc, dans une équipe, c'est poser son intention dans une relation, c'est en termes de comportement agir conformément à l'intention, c'est développer et faire preuve de compétences, c'est rentrer dans une logique de succès. Alors l'idée c'est d'aménager, de fixer des petits pas par rapport à ça, et c'est faire preuve de vulnérabilité. Je vous ai parlé donc de confiance interrelationnelle, confiance dans une équipe. Maintenant, j'aimerais vous parler donc de confiance au sein de l'organisation. Et ce que je propose, c'est de partager avec vous 6 leviers pour développer une confiance organisationnelle. Le premier, c'est quand vous voulez construire une confiance organisationnelle, c'est donc d'avoir un cadre clair et partagé et surtout co-construit. Si les règles du jeu elles sont claires, c'est beaucoup plus facile pour les personnes de s'engager, de travailler ensemble dans un projet. Quelques exemples, c'est pas pour rien, donc si Scrum a connu beaucoup de succès, parce que ça fournit un cadre de travail qui est très très clair et très très simple, donc il peut être partagé. Là je vous ai mis un autre exemple de cadre. La dimension co-construite, ça peut être un modèle comme Spotify. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul modèle Spotify, hein. C'est adapté à chacune de vos organisations. Ça peut être donc du Kanban. Kanban, c'est un système de production que vous pouvez utiliser pour l'IT, mais ça fournit également un cadre de travail qui est très très clair. Et bon, enfin, moi je ne suis pas fan, mais même Safe propose un cadre. Peut-être un peu compliqué, mais pourquoi pas. Là, je vous ai mis des exemples. Comment, nous, dans le quotidien, on installe ce cadre? On utilise beaucoup cette notion, alors, on l'appelle cadrage 360 ou agile scoping. C'est au début d'un projet, on réunit toute l'équipe projet. Et on essaie donc de s'aligner sur tout un ensemble de choses. Je vais vous en reparler. Il y a bien sûr des notions de vision, des notions de critères de succès, on va partager les enjeux, les contours du périmètre, mais des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. On va identifier tous ensemble les risques, les contre-mesures, et surtout la façon dont on veut fonctionner, les rôles et les responsabilités. Et au début, c'était contre-intuitif. Quand on a expliqué qu'on allait faire ça et que pour nos plus gros projets, on allait passer 1 jour, 2 jours, voire même plus, ça tiquait. Mais on a commencé il y a 6-7 ans, on a fait des apprentissages autour de ça. C'est quand on ne le faisait pas, on se rendait compte que derrière, c'était beaucoup plus compliqué de s'engager dans ce changement, de s'engager dans la performance. Un autre exemple que je vous ai mis, c'est on utilise beaucoup tout ce qui est facilitation graphique, en tout cas moi dans ma pratique. Et quand on a une nouvelle équipe qui se constitue, on prend du temps tous ensemble et avec l'équipe pour poser les règles du jeu, pour poser le cadre. Ça, c'est primordial. Cadre. La deuxième chose, et sans surprise, c'est d'avoir des objectifs qui soient clairs et partagés. Là aussi, donc on a une évolution des principaux frameworks et outils. Donc dans Scrum, donc depuis quelques années, il y a la notion de Product Goal qui est arrivée. Alors Spring Goal c'était un peu avant, et il y a une notion de Definition of Zone. Tout ça, c'est des critères, donc des objectifs qui sont explicités. Il y a un gros phénomène de mode, en tout cas il y a un développement des OKR. Vous connaissez les OKR ? Qui dans la salle connaît les OKR? Ok, beaucoup de personnes. Mon propos, c'est pas faire un cours sur les OKR, sinon je dois l'illustrer très rapidement. C'est un objectif qui parle à tout le monde et qui est illustré par des key results. Derrière, on peut avoir des initiatives. Ça permet de focaliser donc, tout le monde sur un objectif. Toujours autour de cette notion d'objectif, dans Accelerate, vous avez 4 métriques qui permettent de focaliser le delivery, qui sont super intéressantes. Ça permet d'avoir un objectif clair et partagé, où tout le monde peut être fédéré sur cette partie-là. Donc je vous ai parlé donc cadre, objectif. Le troisième levier, c'est la reconnaissance. Si vous voulez que une confiance organisationnelle s'installe, il faut donner des signes de reconnaissance. Et ces signes de reconnaissance, ils sont multiples. Ça commence par donner du feedback.
Alors, le feedback, c'est pas uniquement donc, un outil de régulation, c'est aussi un outil de reconnaissance. C'est quand je te donne un feedback, je reconnais ta contribution. La rémunération, c'est pas un gros mot. Donc, quand vous avez une transformation agile, souvent il y a des changements de poste. Ben, ces leviers de motivation extrinsèque, donc ça qui viennent de l'extérieur, ils ont leur importance. Je fais des efforts pour m'engager dans un changement, pour remettre en cause mon rôle, ben, ça mérite rémunération. Et il y a également la reconnaissance des besoins intrinsèques de chacun. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un outil qu'on utilise qui est tiré du management 3.0. C'est comprendre chez chacun quels sont ses propres besoins. Parce qu'on a tous intrinsèquement des besoins qui sont différents. Et en plus, ces besoins, ils évoluent dans le temps. Donc c'est, pour moi en tout cas, c'est nécessaire que les personnes qui travaillent avec les équipes aient connaissance et prennent en compte ces besoins-là. Je vous ai mis un exemple, voilà, comment on fait autour de ces notions de reconnaissance. Il y a quelques années, alors ça commence à dater, les 8-9 ans maintenant, on avait fait une charte de management qu'on avait fait émerger donc, de la part de nos managers agiles. Ouais. Et l'idée qui était derrière, c'était d'avoir des managers qui soient en capacité donc, de donner ces signes de reconnaissance. Quatrième point, et là ce point il est essentiel, c'est créer des espaces de délibération. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a quelque chose qui engage l'équipe, un changement profond, un changement de direction, l'idée c'est d'offrir un espace, une scène où les gens peuvent faire valoir leurs avis. Alors, on ne va pas faire là encore une fois de l'angélisme, dans certaines organisations il y a des choses qui sont descendantes. Malgré tout, qu'il y a un espace de parole, il puisse y avoir des délibérations, que les gens puissent faire valoir leurs objections, qu'ils puissent avoir des réponses par rapport à ça, qu'on puisse avoir une construction du sens. Je rappelle que la notion de sens, le sens, ça ne se donne pas donc, au niveau d'une équipe, ça se co-construit à travers des interactions. Donc des espaces de délibération. Mais il y en a plein, quand on regarde toujours Scrum, des espaces de délibération. Tous les rituels, c'est des espaces où on échange. Moi, je suis fan du management visuel. On a même créé une OBIA donc pour tous nos projets donc à l'échelle. Ce que je trouve intéressant en management visuel, c'est pas le tableau. Ce qui est important, c'est la discussion qu'il y a autour du tableau. On visualise les mêmes problèmes. Le cinquième point, les tabous. Les tabous. Les tabous, c'est dramatique en termes de confiance. Vous savez ce que c'est les tabous, hein? C'est des trucs que tout le monde sait, tout le monde parle à la machine à café, mais quand on est en réunion ou qu'on est dans la zone de travail, on n'en parle jamais. Alors comment on fait la chasse à ces tabous? Ça passe par la communication. On a parlé du feedback, c'est faire preuve d'assertivité. Être en capacité de dire, ok, il y a un éléphant au milieu de la pièce, ok, on dit, il y a un éléphant au milieu de la pièce. C'est également faire preuve de confrontation et de transparence. Il y a un truc, ça fait une quinzaine d'années que je baigne dans ces environnements-là. Souvent, il n'y a pas de difficulté pour adopter des nouvelles méthodes ou des nouvelles pratiques. Mais ce que je trouve vraiment compliqué à obtenir, c'est une liberté de ton, une liberté de confrontation, dire, oser dire c'est pas ok, oser dire donc, à un membre de l'équipe, écoute, t'as déconné, t'avais annoncé que tu ferais ça, tu l'as pas fait. Et les gens, par peur de se fâcher, restent consensuels. Je pense que c'est important, donc, pour avoir cette confiance organisationnelle, de pouvoir se dire, voilà, c'est pas ok. Et alors, un des points, pour moi, les plus importants et les primordiaux avec cette notion de tabou, c'est la notion de vision. Et j'insiste encore une fois, c'est comme tout le reste, pour que ça marche, il faut que cette vision elle soit co-construite et avec l'ensemble des personnes. Si vous avez donc une direction qui donne la vision donc, à une équipe, il n'y a pas appropriation. Alors, en plus, ce qui est un peu compliqué quand vous allez avoir une vision donc, pour une équipe ou pour un produit, tout le monde n'est pas réceptif aux mêmes éléments. Ce matin, dans la keynote, Léo parlait de SpaceX. SpaceX, ok, on va sauver l'humanité donc, en colonisant donc, d'autres planètes. Ça suffit donc, à certaines personnes pour s'engager. Mais d'autres, pour s'engager, ils ont besoin de savoir, ok, mais par quoi on va commencer? Quelle est la première étape?
Donc c'est nécessaire, si vous faites le travail avec l'ensemble d'une équipe en termes de vision, les gens vont s'exprimer, ils vont vous dire, ok, il me manque ça pour que je sois embarqué, pour que je rentre. Il y a des éléments de vision, donc alors bien sûr qui vont être autour de valeurs, autour d'objectifs, mais il y a des gens qui vont être plutôt réceptifs au comment. Donc le faire ensemble, c'est s'offrir cette opportunité-là. Cette notion de vision, on la retrouve maintenant un petit peu partout, hein, donc il y a des visions produits. Pour ceux qui font l'accompagnement, vous connaissez cette partie-là. Et il y a des notions qui ont émergé donc de plus en plus. Alors on parlait de mission, maintenant c'est la raison d'être des équipes. Ça, c'est super important comme élément mobilisateur. Ok. En synthèse, construire une confiance organisationnelle, donc c'est avoir un cadre partagé, des objectifs clairs, des signes de reconnaissance, des espaces de délibération, une vision partagée et bannir les tabous. Je vous ai parlé tout à l'heure des agile scoping qu'on fait, c'est tout ça qu'on cherche à faire au démarrage d'un projet, donc avec l'équipe, ou au démarrage, au lancement d'une nouvelle itération, donc produit, et ça à faire vivre tout le long. Peut-être pour fixer ça, je vais vous donner un petit bonus. Il y a une formule magique pour prendre du recul. Alors, comme toute formule, elle n'est pas magique. Voilà, c'est une formule, donc qui se veut aidante, qui peut aider à la prise de recul. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Ali Armand. J'ai eu la chance il y a quelques années de faire une formation pour la transformation. Et alors, ce monsieur, c'est un chercheur. Hein. Donc il a théorisé cette petite formule. La confiance organisationnelle, pour lui, c'est le cadre, plus l'objectif, plus la reconnaissance, plus la délibération, ça c'est le numérateur. Et en dénominateur, il y a tabou et absence de vision. Sur chacun de ces éléments, il met une note de 1 à 10. 1, il n'y a pas de cadre. Et 10, le cadre, tout est clair et partagé. Tout le monde a compris, s'est approprié ce cadre-là. Même chose pour objectif, même chose pour reconnaissance, même chose pour délibération. Et pour les tabous, quand il n'y a pas de tabou, c'est 1. Et quand il y a des gros tabous, c'est 10. Et absence de vision, si la vision est très très claire, on va être à 1. Et s'il y a une absence de vision, on va être à 10. Après, tous les gradients que vous avez. Petit exercice. Alors, l'exemple d'une transformation agile. Alors, vous faites une transformation agile et vous mettez des moyens. Alors, vous avez fait les ateliers, un truc qui ressemblait à un agile scoping. Vous avez co-construit un cadre. Vous avez formé donc, les équipes à Scrum et donc du coup, tout le monde se l'est approprié. En termes d'objectifs, vous êtes très très clair. Donc, on a 9 sur 10 sur le cadre. 8 en termes d'objectifs. On a défini des KPI, des mesures, on a peut-être même des OKR. Reconnaissance. Eh bien, vous avez augmenté quasiment tout le monde. Les chefs de projet qui sont devenus PO, les gens qui étaient volontaires pour devenir Scrum Master, les managers donc, qui étaient amenés donc, à évoluer. Bon, ok, vous avez donné une petite augmentation. Vous avez créé des espaces de délibération. Vous avez peut-être même fait des forums ouverts et autres, donc 8 sur 10. Alors, par contre, ces mêmes managers, donc vous ne leur avez pas expliqué qu'ils perdaient toute une partie de leurs prérogatives en termes de décision. Et qu'ils allaient même devoir évoluer, donc en termes de rôle. Mais vous ne leur avez pas dit tout de suite, parce que ça fait beaucoup de changements en même temps. Par contre, tout le monde est au courant. Et en termes de vision, voilà, grosso modo, vous leur avez dit, ok, le monde est devenu compliqué, donc il faut s'adapter, il faut changer, il faut faire de l'agilité. Bon, ils comprennent bien, ok, ils ont vu, ils ont compris les slides. Ils comprennent effectivement qu'à l'extérieur, les choses sont en train de changer. Mais on va être sur du 7 sur 10. Vous leur avez donné, ça n'a pas forcément été co-construit. Donc, je fais 9 plus 8 plus 7 plus 8, ça fait 32, et je fais 9 plus 7, 16, 32 que divise 16, ça fait 2. 2 sur 20. Pas terrible, non? C'est pas grave. C'était ma première itération. Je vais mettre encore plus d'argent. Le cadre qui était à 9. Ok, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? On refait des ateliers, on refait des workshops avec tout le monde. Donc on est à 10. Délibération, on fait plus 1. En termes d'objectifs, qu'est-ce qui te manque en KPI? Il y a ça? Ok, on rajoute ce KPI. Je passe à 9. En termes de reconnaissance, bon, il y a des gens qu'on a oublié d'augmenter. Allez, on va les augmenter. Et on va même te demander les feedbacks. Allez, je passe à 8. Mais je ne traite pas mes tabous et l'absence de vision. 10 plus 9, 19, plus 8, 27, plus 9, 36, 9 et 7, 16, et si je divise, je passe de 2, et j'ai mis beaucoup de sous, hein, à 2, 25. Pas terrible. Ben, je vous propose peut-être de voir les choses un peu différemment. Bon, plutôt
reviens à mes notes initiales dans le cadre d'objectif reconnaissance délibération, je décide juste de parler du tabou. Et, voilà. Et d'adresser ce point, donc, dans mon exemple, au niveau des chefs de projet. Ok, je suis les chefs de projet, on est navré pour vous, mais on a besoin de vous, vous allez perdre, donc peut-être, vous avez l'impression de perdre en influence, en pouvoir de décision. Mais ce qu'on souhaiterait construire avec vous, c'est une trajectoire, c'est un chemin pour vous trouver une place donc, dans l'organisation, et tout le monde aura sa place. La deuxième, c'est l'absence de vision. On va juste prendre le temps, quitte à faire des workshops autour du cadre et autres, se co-construire quelque chose ensemble, où est-ce qu'on veut aller tous ensemble. Là, vous voyez, j'ai juste nommé le tabou, travaillé un petit peu, dans mon cas, avec les populations qui étaient concernées, et sur cette notion d'absence de vision. Là, 9 plus 8, 17 et 7. 9 et 8, 17 et 7, 24, et 8, 32. 1 et 1, 2. 32 que 10, 2. 16 sur 20. Alors, cette formule, elle n'est pas magique. Hein. C'est un outil à la prise de recul, mais qui permet très rapidement d'avoir une prise de recul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça souligne l'importance, si vous voulez avoir une confiance organisationnelle, de bannir les tabous et de vraiment d'accorder une part prépondérante à construire une vision ensemble. Voilà, je suis allé très très vite. Donc la confiance en synthèse, c'est comprendre et dépasser la peur. Et surtout, pourquoi comprendre et dépasser la peur? Pour pouvoir faire les premiers pas et se mettre en action. C'est une notion de sécurité psychologique. On a vu ensemble, il y a une notion de confiance interpersonnelle et confiance organisationnelle, deux types de confiance. On pourrait rajouter la confiance en soi, ce n'est pas le but de ma session. 3 vertus à développer la confiance, ça permet d'améliorer la performance individuelle, la performance d'équipe et l'adaptation de l'organisation, la capacité à l'organisation de s'adapter et à accueillir un changement. Voilà, les 4 petits conseils que je pourrais vous donner, et que tout conseil vous êtes libre de prendre ou pas, c'est accepter le lâcher prise. Au moment où vous voulez construire une relation de confiance, c'est bâtir la confiance pas à pas. Voilà, d'être patient, de multiplier les itérations, c'est tenir compte à chaque fois donc, du contexte. Rappelez-vous, la confiance aveugle n'existe pas. Et voilà, changer de regard. Alors ça, c'était le plus compliqué. Hein. Changer de croyance, ça ne se fait pas comme ça. Donc il y a des choses peut-être à construire donc, dans la durée. Les 5 leviers pour travailler sur cette notion de confiance au sein de l'équipe, de confiance interpersonnelle, donc poser son intention, avoir des comportements en phase par rapport à cette intention, ne pas hésiter à travailler donc le champ de compétences, là on a besoin de tisser ces liens de confiance, essayer d'installer une logique de succès, ne visez pas trop haut, alors pas trop bas non plus, mais voilà, et accepter de faire preuve de vulnérabilité. Confiance organisationnelle, donc 6 leviers. Donc bâtir avec les gens donc un cadre de travail partagé, poser des objectifs clairs, donner des signes de reconnaissance, donc des feedbacks, il n'y a pas que la rémunération, les feedbacks c'est super important, avoir des espaces de délibération, co-construire une vision partagée et surtout bannir les tabous. Voilà, j'arrive à la fin, je vous ai mis quelques références, donc pour ceux qui aiment lire. Je publie les slides, vous les retrouverez. Et j'aimerais finir avec une invitation. Donc, nous sommes jeudi, demain ça sera vendredi, je ne sais pas si vous travaillez. Alors pour ceux qui travaillent demain, donc vendredi ou lundi, l'invitation que j'aimerais à vous faire, c'est peut-être d'essayer de changer quelque chose, une chose, donc dans vos interactions donc avec les personnes. Alors si c'est pas au boulot, ça peut être à la maison aussi. Et peut-être expérimenter une des choses donc, que vous avez pu voir dans cette présentation et voir qu'est-ce qui se passe dans la relation. Voilà. Est-ce que ça augmente la confiance ou pas? Mais moi je crois beaucoup à la vertu donc, de l'action et de l'expérimentation, donc c'est l'invitation que j'aimerais vous faire. Comme toutes les invitations, c'est une invitation, libre à vous de l'accepter ou de la refuser. Voilà. Si vous en avez marre de la Suisse, vous voulez venir du côté de Bordeaux, on n'est pas loin de la plage, donc on recrute tout type de profil. Et voilà, je voulais vous remercier, donc, vous, public. Je voulais remercier toute l'équipe d'organisation Agitour Suisse. Donc, toutes les photos que je prends, elles sont sur Pixabay. Donc, c'est important pour moi de remercier donc, tous les contributeurs, toute l'équipe pédagogique, donc, là où j'ai fait ma formation en transformation, notamment Guy Armand et Patrice Naudy.
qui m'ont inspiré cette conférence, à mes pairs coach AG, communauté, aux équipes Electra que j'accompagne, Nicolas Sibia qui sont dans mon équipe, à la communauté des colibris Electra, communauté d'agents de changement, à mes étudiants qui m'obligent à me dépasser et à ma formidable famille pour mon soutien indéfectible. Voilà, merci beaucoup à vous. Pour vos feedbacks, et je ne sais pas si j'ai le temps pour des questions. Non ? Une minute, une question. Ouais. Yeah. Êtes-vous d'accord? Vite? Ouais. Pour les autres, vous pouvez m'écrire sur Twitter ou LinkedIn, je répondrai à vos questions. Sur la vision, comment on fait pour ne pas la remettre en cause continuellement quand il y a de nouvelles personnes qui rejoignent l'équipe, le produit, l'organisation? Alors, sans la remettre en cause, je pense que c'est important de les associer, d'avoir un espace de délibération donc avec eux, qu'ils comprennent, qu'ils puissent faire valoir leurs objections. Et après, c'est cette notion de cadre. Une fois que tu l'as posé, la vision, que tu l'as co-construite, le fait d'avoir fait avec tout le groupe, ça te permet de la légitimer aussi. Et de rentrer donc dans un dialogue, peut-être que la personne qui arrive, elle a peut-être raison en la remettant en cause, parce que peut-être que l'environnement autour a changé. Donc c'est au moins avoir cet espace d'échange et de partage. Et que la personne, ça va de pair avec la délibération, elle a le droit de t'expliquer pourquoi elle a une objection. Et là, l'idée, c'est de s'offrir un espace, voilà, de vraiment pouvoir co-construire ce sens, lui expliquer pourquoi c'est comme ça. Et également, donc, quand on rentre dans une culture de feedback, ça permet d'améliorer les choses. Mais tu ne peux pas lui dire c'est comme ça et pas autrement. Tu peux, mais au-delà même de cette dimension confiance, qui ne va pas forcément être là, tu vas avoir un gros problème d'engagement. Hein. S'il ne se retrouve pas dans cette vision. Donc après, il va peut-être l'enrichir ta vision sans la remettre en cause. Hein. Il va peut-être amener un truc qui est super important, qui a de la valeur. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais. Bon, je suis désolé hein, pour les questions, d'habitude je fait en 50 minutes. N'hésitez pas, posez-moi des questions. Je suis preneur également de vos feedbacks, bien sûr, que ce soit directement là ou là. Et encore une fois, merci, j'ai pris énormément de plaisir donc, ici. Ça a commencé dès hier soir, on est super bien accueillis. Donc, je vous propose d'applaudir une dernière fois donc, vous, public, et les organisateurs. Merci Laurent. J'ai menti, hein. En fait il restait 5 minutes, mais comme c'est jamais vraiment 5 minutes, j'ai dit une. Donc 2 minutes pour les questions. Deuxième question alors. J'ai juste on se connaît tous, on sait jamais une minute. Alors, on se connaît, je voulais juste faire une petite annonce pour vous rappeler qu'il y a un orateur qui a le Covid, mais on a Maxime Bonnet qui prend la main qui est là, on peut l'applaudir. Qui est excellent, qui est au PDG en préparation et va présenter le rédaction fixe de Jungle Apello, donc c'est à l'Atrium 2 à 11h45, donc il y a une option en plus pour vous dans le programme, n'oubliez pas. Il m'a bouffé mes 2 minutes. Et il reste 2 minutes. Ah, merci. Oui. Est-ce que le pilote a survécu à l'infarctus? Est-ce que c'est effectif? Donc, on a vécu une super expérience, on a fait ce tour de l'avion. Les personnes qui étaient avec nous, c'était un voyage d'entreprise, donc c'était 2 collègues. Alors, il avait un peu râlé parce qu'il s'est retrouvé dans le queue de l'avion, et c'est ma fille qui a été à côté du pilote, il était deg. Mais c'est pas nous qui avons fait le positionnement. Donc voilà, on s'est superposé. Je conseille, hein, si vous avez un jour l'occasion de faire du dragon, c'est une super expérience. Est-ce que vous avez une autre question? Bon, si vous avez des questions qui émergent et qui viennent, je serais ravi d'y répondre. Je vous laisse courir vers la prochaine conférence. Ouais. Oui, mais si, vas-y. C'est toutes des choses qui sont confiance du top-down. Ouais. Comment on construit l'équivalent de confiance bottom-up pour des gens qui ont la peine à donner confiance? Mais il faut construire avec eux. Avec eux, ce cadre de fonctionnement, pour moi, ça m'arrive souvent de faire des ateliers, on appelle ça team building ou autre. C'est quand tu construis donc, une équipe, c'est bâtir ce cadre avec eux. Et après, c'est pas magique non plus. Enfin, les personnes qui ne s'entendent pas, parfois, tu ne peux pas recoller les morceaux. Hein. Après, c'est d'autres patterns. Hein. Ça va être de la médiation, on en parlait hier soir sur cette partie-là. Donc, voilà. Par contre, sur un collectif que tu crées, voilà, c'est plus facile si ça s'installe dès le début. Si la relation elle est vierge, c'est plus simple. Quand les gens se détestent, peut-être parfois la meilleure solution, c'est se séparer. Voilà, et sur ce message espoir, je vous dis bonne journée!